Bonjour à tous, je reprends, il y a eu un petit faux départ. Donc, bienvenue dans cette petite session que nous, on a baptisée Vous avez bien mérité un petit cookie. C'est en fait une petite intervention d'actualité. Là, il se trouve que vous avez été nombreux durant les premiers épisodes de la série Plagiocéphalie à nous poser la question concernant l'attestation de non-contre-indication qui serait nécessaire pour prendre en charge les nourrissons de moins de 6 mois. Et alors, vu que vous avez été nombreux à poser cette question, on a contacté Pierre-Luc Lermite, que je vais présenter tout de suite, et pour qu'il fasse le point sur la question, parce qu'on en sait quand même pas mal concernant ça. Et l'avantage, c'est vraiment de fournir une information tout à fait fiable et pas des on dit que, et mon cousin m'a dit que, et mon prof m'a dit que. On est vraiment sur quelque chose de, voilà. Et Pierre-Luc, comme on a l'habitude de le faire avec Cookie, va vraiment documenter son discours. Et comme ça, on saura à quoi s'en tenir, on aura une référence pour ça. Alors, je voudrais présenter Pierre-Luc Lermite. Certains le connaissent déjà, il est ostéopathe. C'est le seul ostéopathe actuellement détenteur d'un doctorat en droit. Donc, il est très bien placé pour nous parler de toutes ces questions légales. Il se trouve que Pierre-Luc va sortir un livre aux éditions Ellipse cet automne, au mois d'octobre, qui s'appelle Introduction à la science ostéopathique, approche épistémologique. Et tout récemment, là, très bientôt, au mois de mai, il va sortir une publication dans une revue qui s'appelle Revue Droit et Santé. Et justement, cet article qu'il publie s'intitule la manipulation en santé. Donc, Pierre-Luc, je vais te laisser la parole pour justement nous exposer tous les enjeux et ce qu'on sait aujourd'hui de cette attestation de non-contre-indication pour les nourrissons de moins 6 mois. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas nécessaire? À toi, Pierre-Luc. Bonjour à tous, merci Marco. Alors ce sujet, c'est effectivement un des grands classiques, on ne va pas se le cacher, des problématiques auxquelles sont confrontés les ostéopathes et pour lesquelles ils ont beaucoup de questions en général. Tout d'abord, en général, quand on aborde un problème d'un point de vue juridique, on essaye de faire un bref rappel, en tout cas, de ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire que nous disent les textes exactement dessus. Eh bien, les textes, ils énoncent effectivement quelque chose dans un décret qui est paru en 2007, qui effectivement mentionne une petite, ce qu'on appelle une limitation d'acte, donc on peut le lire ensemble. Dans l'article 3, il est précisé, après un diagnostic établi par un médecin, attestant de l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie, le praticien justifiant d'un titre est habilité à effectuer les actes suivants, donc manipulation du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de 6 mois. Donc, en réalité, à la lecture de cet article, on peut prendre conscience qu'il n'y a pas d'obstacle réel à la prise en charge ostéopathique. Et ça s'explique parce qu'il y a souvent eu une assimilation un peu sauvage de la prise en charge ostéopathique et de certains actes ostéopathiques. Donc, la prise en charge ostéopathique, c'est un diagnostic ostéopathique, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans le droit, et des traitements ostéopathiques, c'est-à-dire des actes de soins, qui sont, là pour l'instant, on n'a que ça dans le droit positif, mais qui sont mentionnés par les appellations manipulation et mobilisation. Donc, s'il n'est pas possible de faire des actes de manipulation, puisqu'il y a certaines conditions, en tout cas, il est toujours possible de toute façon de faire des actes de mobilisation. Et il y a eu cette petite confusion pour un certain nombre de raisons historiques, sur lesquelles on pourra revenir si des questions se posent. Entre 1962 et 2007, il y a eu une longue période d'incertitude, et qualifier des actes de manipulation, ça permettait souvent de caractériser l'exercice des ostéopathes, et donc c'était un peu constitutif de son identité. Donc à défaut d'avoir d'autres éléments, c'était essentiellement ça qui cristallisait, on va dire, les attentions. Or, nous avons maintenant, on avait des embryons de définition en 2007, mais dans le droit positif, on a des choses supplémentaires qui sont parues en 2014. Donc là, on peut le voir ici, avec un arrêté qui n'est pas toujours facile à trouver, puisqu'il faut un petit peu fouiller pour obtenir les annexes de cet arrêté qui permettent de définir les mobilisations et les manipulations un peu plus précisément dans le droit. Donc la manipulation, c'est considéré comme une manœuvre unique, rapide, de faible amplitude, appliquée directement ou indirectement sur une composante du système somatique en état de dysfonction. Et la mobilisation, c'est un mouvement passif, parfois répétitif, de vitesse et d'amplitude variable. En gros, pour faire assez simple, par défaut, tout ce qui n'est pas une manipulation est considéré comme une mobilisation. Donc la vraie question, en quelque sorte, elle se situe sur
en quoi consiste un acte de manipulation. Pendant longtemps, on a essayé de définir la manipulation, à défaut d'avoir des textes, par la littérature médicale. Et la littérature médicale reposait beaucoup sur des livres d'un médecin qui s'appelle Robert Meigne, qui a été cité très très souvent dans des jurisprudences, qui énonçait que la manipulation est un mouvement forcé. Et pendant longtemps, on s'est dit que donc s'il y avait force, il y avait manipulation. Or aujourd'hui, la littérature scientifique française et puis plus généralement aussi anglo-saxonne fait référence à des acronymes que nous connaissons bien comme HVA, HVLA, c'est-à-dire haute vélocité basse amplitude, qui fait référence à un thrust, et plus précisément à ce qu'on appelle une impulsion manipulative, ce qui semble indiquer une bonne concordance conceptuelle, puisque des mobilisations peuvent tout à fait être forcées, par exemple lors de réduction de luxation, de fractures en chirurgie orthopédique. C'est quelque chose qu'on peut trouver. Donc, le fait qu'il y ait une force ou une absence de force n'était pas suffisant pour déterminer ce que c'est qu'une manipulation, alors qu'un vecteur avec une impulsion, lui, permet d'établir une dichotomie plus franche. Et pour finir, ce qu'on peut encore éventuellement ajouter, c'est que quand il y a des décisions, donc, sans vouloir faire de la sociologie juridique, le magistrat peut s'appuyer sur des expertises. Nous avons aujourd'hui des experts en ostéopathie qui permettent de réaliser justement un certain nombre de missions pour les juges, afin de les éclairer sur certains points techniques. Et quand on analyse la jurisprudence, même sans avoir ces experts ostéopathes, on avait déjà un certain nombre de décisions qui nous montraient que les magistrats ne mélangeaient assurément pas les actes de massage aux actes de manipulation. Donc c'était plutôt des définitions par soustraction. Il était clairement énoncé qu'on ne pouvait pas mélanger une ostéopathie dite douce avec une ostéopathie dite dure, dans laquelle il y aurait des manipulations. On ne peut pas également les mélanger avec des infimes pressions, des étirements. Et il y avait même certaines fois une exaspération des magistrats, il faut bien le dire. Et je vais vous en lire un bref passage et je finirai avec ça. Donc c'est une décision de la Cour de cassation de 98. Il ne peut être en effet sérieusement soutenu, sauf à conclure que les mots n'ont pas de sens, que la discipline intitulée ostéopathie puisse recouvrir deux activités ayant des buts et des moyens totalement dissemblables, requérant des qualifications différentes, et dont le critère de distinction serait la force de la manipulation. Donc il semble y avoir quand même globalement un faisceau d'indices qui indique un consensus encore en construction, mais qui semble de plus en plus net. Très bien. Pierre-Luc, est-ce que c'est juste, du coup, si on résume la question, autour du fait que donc, quand il n'y a pas manipulation, c'est-à-dire que tout le reste, ça s'appelle une mobilisation, et que actuellement, pour qu'il y ait manipulation, il faut qu'il y ait un geste avec une impulsion. Est-ce que c'est correct de voir les choses comme ça? Alors ça peut complètement être correct. Alors pour être vraiment scientifiquement très précis, il faudrait attendre d'autres arrêts, d'autres décisions de justice qui le démontrent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a plutôt un nombre de faisceaux d'indices importants qui sont concordants, qui vont dans la même direction. Mais on pourrait le résumer de cette façon, en effet. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, Pierre-Luc, avant de mettre fin à ce petit épisode? Oui, si certains ostéopathes pensent qu'ils peuvent effectivement effectuer des actes de manipulation, tels qu'on les définit sur des nourrissons de moins de 6 mois, peut-être qu'on pourrait imaginer que ces actes seraient inappropriés, qu'ils seraient susceptibles de causer donc des dangers ou des lésions particulières. Et ça, pour le coup, c'est du droit commun, ça pourrait être susceptible d'être qualifié par certains articles du Code pénal. D'accord. Donc, ce serait pas forcément à encourager. D'accord. Merci encore, Pierre-Luc, pour avoir consacré du temps à faire cette petite interview. C'était très clair. L'avantage, c'est qu'elle sera visible même en différé sur Facebook. Donc, je te remercie encore. On a fait ce petit créneau de 10 minutes. C'était vraiment ce qui était prévu. Je suis très content. Et donc, voilà, on vous dit au revoir. Au revoir tout le monde.